Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition d'Afrique Info. Regardons tout d'abord les titres du journal. En Ouganda, alors que les candidats à l'élection présidentielle achèvent leur campagne, des millions d'électeurs seront appelés aux urnes dès jeudi. À Kasserine, ville du centre-ouest de la Tunisie, à la frontière avec l'Algérie, les jeunes choisissent la danse pour ne pas verser dans la délinquance. La Banque mondiale et le gouvernement du Zimbabwe collaborent étroitement afin d'atteindre l'objectif de croissance de 2,7% pour l'année 2016. En Égypte, les banques font actuellement face à une pénurie de dollars, ce qui ralentit les importations et la croissance économique du pays. Enfin, au Kenya, où des producteurs de lait essaient de nouvelles techniques afin d'augmenter les rendements du secteur qui pèse déjà 4% du PIB du pays d'Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, les candidats à l'élection présidentielle ougandaise achèvent leur campagne. Des millions d'électeurs doivent se rendre aux urnes dès jeudi. Cependant, l'un des principaux candidats a déjà exprimé ses doutes quant à la fiabilité des résultats. Cela fait déjà 30 ans qu'il est au pouvoir et Yoweri Museveni est convaincu qu'il y restera pour au moins 5 années supplémentaires. Donner une majorité de voix suffisante au MRN afin que nous puissions assurer la stabilité politique du pays. Mardi, Museveni a tenu une conférence à Kampala afin de rassembler ses partisans une dernière fois avant ce qu'il prévoit d'être une autre victoire décisive. 7 autres candidats espèrent que Yoweri Museveni se trompe. Il s'agit maintenant de savoir si l'un d'entre eux peut constituer une alternative sérieuse. Les sondages montrent que Kizza Besigye est son concurrent le plus populaire. Par le passé, Besigye a perdu 3 fois contre Museveni et s'attend à une nouvelle défaite. Les bureaux de vote ne sont pas encore ouverts, que Besigye dénonce déjà la fraude. Dès le début, l'élection n'a aucune chance d'être juste ou libre. Mais si nous remportons une victoire dans ces élections frauduleuses, nous ne la refuserons pas. Car nous sommes ici pour renverser l'injustice et la corruption qui sévissent. Ceux qui vont interférer avec le bon déroulement de ces élections vont créer des troubles dans le pays, car le désespoir de la population est grand. Elle demande le changement. Besigye est inquiet au sujet de l'intimidation de ses supporters. Lundi, l'un d'entre eux a été tué par balle lors d'affrontements avec les forces de l'ordre à Kampala. Cet incident a également attiré l'attention des observateurs déployés par l'Union européenne. La commission électorale du pays a garanti qu'elle était capable d'assurer des élections libres, justes et légitimes. Les 15 millions d'électeurs que compte le pays ne peuvent qu'espérer que cette promesse sera tenue. Et à l'approche du vote, les milieux d'affaires locaux espèrent que les dirigeants amélioreront l'environnement économique du pays. Jane Mugabe est la gérante d'un restaurant depuis plus d'une décennie. Elle y prépare des plats de légumes locaux. Et depuis, sa clientèle a grandi et maintenant compte plus de 150 clients qui y déjeunent tous les jours. En 1998, la nourriture était bon marché, le loyer était abordable et les frais de transport étaient peu élevés. Maintenant, c'est différent. La baisse de l'approvisionnement de denrées alimentaires sur le marché, couplée de coûts élevés d'électricité et du carburant, ont entraîné l'augmentation des coûts relatifs à la conduite des affaires. L'une des principales raisons de la constante hausse des coûts de production est une monnaie locale faible qui se traduit par des coûts d'importation de matières premières plus importants. Si je vends des ordinateurs et n'en retire aucun profit, cela veut dire que je ne serai pas en mesure de payer mon loyer, ni mes frais de transport. Je ne pourrai donc pas vivre la vie que je souhaite. Les Ougandais voteront pour leur prochain président le 18 février. Et les entrepreneurs locaux espèrent que le nouveau gouvernement appliquera de meilleures politiques économiques. Quiconque sera le prochain président devra s'attaquer au problème des impôts, particulièrement aux impôts des entreprises trop élevés. Il nous est difficile de joindre les deux bouts. Selon les experts, les prochaines élections ougandaises pèsent déjà négativement sur les sentiments des investisseurs.
Cependant, pour Jane Mugabe, son restaurant au centre-ville, l'espoir de voir grandir son entreprise repose entièrement sur le résultat des élections et sur les moyens de résoudre ses préoccupations par le nouveau gouvernement. À Kasserine, une ville du centre-ouest de la Tunisie, à la frontière avec l'Algérie, la situation est tendue. Le mois dernier, des émeutes y ont eu lieu. Elles se sont répandues dans tout le pays qui a déclaré un couvre-feu national. Les jeunes gens de Kasserine ont désespérément besoin de travail. Nombre d'entre eux expliquent que leur seule solution est de verser dans la délinquance. Reportage. Ils s'appellent les garçons des cavernes et dans son genre, leur danse est une forme de défi. Nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont les choses vont, l'expansion de la violence et du terrorisme dans notre région, et nous voulons nous exprimer à travers les arts, le théâtre et la danse. La montagne Chambi offre un décor dramatique au spectacle, mais sa beauté dissimule son influence obscure. Chambi est le refuge de dizaines de djihadistes, dont plusieurs ont été recrutés à Kasserine. La région tout entière a été déclarée zone militarisée depuis 2012. Cela n'a pas dissuadé des jeunes gens de partir dans la montagne pour en redescendre en tant que combattants rebelles prêts à tuer. Kasserine est un terrain fertile pour le recrutement. C'est l'une des villes les plus pauvres de Tunisie. Hichem Bouazizi, 29 ans, est sans emploi et dit n'avoir pas mangé depuis 4 jours. Nous voulons travailler, donnez-nous des emplois. Nous sommes dans le besoin, pauvres et marginalisés. Apportez-nous une solution ou bien nous rejoindrons les terroristes et partirons dans la montagne. Ses amis se sont cousus la bouche dans un geste désespéré de protestation. D'autres se sont suicidés et la mort de l'un d'entre eux, Rida Yayaoui, a suscité les manifestations du mois dernier. Les gouvernements successifs ont promis des emplois et des investissements dans les régions les plus pauvres, telles que Kasserine, mais ils ont échoué à relancer l'économie locale. Entre-temps, les jeunes gens d'ici sont confrontés à un dilemme. Soit rester sans emploi et essayer de rejoindre illégalement l'Europe, soit rejoindre les groupes armés qui campent dans les montagnes avoisinantes. Donc, la présence des garçons des cavernes semble incongrue ici, à s'adonner au breakdance sur la montagne. Mais ils disent que cela leur offre un peu d'espoir, ce qui est une denrée rare parmi leurs amis. La Banque mondiale a déclaré que le Zimbabwe n'était pas sur le point d'entrer en récession en raison de la croissance enregistrée dans le secteur des services. Les autorités du pays prévoient une croissance de 2,7% cette année. Elles entendent développer et mettre en œuvre des réformes économiques majeures afin de transformer en profondeur l'économie du pays. Le changement est inévitable et le progrès n'est plus une option. C'est sûrement la raison pour laquelle le gouvernement zimbabwéen s'est engagé à atteindre une croissance de 2,7% cette année. Il s'agit de l'objectif ambitieux attendu suite à la mise en œuvre des réformes majeures couplées à la reprise constatée dans de nombreux secteurs qui devraient faire avancer l'économie du Zimbabwe. La Banque mondiale, qui a récemment lancé le chantier de rénovation de l'économie zimbabwéenne, a indiqué que les perspectives à long terme du pays étaient favorables, mais elle a rappelé que certaines problématiques structurelles resteraient encore difficiles à surmonter. La Banque mondiale a prévu une croissance de 1,5%, citant un chiffre ambitieux en raison de la situation critique du commerce, des prix des matières premières au plus bas et de la pénurie affectant toujours les principaux secteurs clés de l'économie du pays. Dans le respect du cadre de mise en œuvre que nous nous sommes fixés, nous faisons face à de lourdes responsabilités car nous connaissons les circonstances particulières de l'économie du pays. Mais il y a aujourd'hui un consensus à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement sur les politiques à mener. Je pense que ce qui est important pour ce pays, c'est de mener ensemble les efforts pour le changement. Le chantier de rénovation de l'économie du Zimbabwe, lancé en 2015, a mis en lumière la manière avec laquelle la mise en œuvre des nouvelles sources de financement des cliniques rurales a permis d'améliorer significativement la qualité des soins maternels et infantiles. La Banque mondiale a déclaré que le Zimbabwe pouvait désormais récupérer son ancien statut de tête de file des pays d'Afrique subsaharienne dans le secteur médical. Le réengagement progressif des autorités du pays permettra à la Banque mondiale d'aider encore plus le Zimbabwe dans ces périodes de turbulence. Cela permettra par ailleurs au pays de garantir sa croissance et son redressement économique.
Le Zimbabwe a encore beaucoup de chemin à parcourir. Les besoins de réformes structurelles nécessaires à l'amélioration de l'environnement global des affaires sont nombreux. L'objectif, à terme, est de parvenir à l'équilibre des comptes, à réformer les entreprises publiques tout en rendant la croissance plus inclusive. La Banque centrale égyptienne a injecté plus de 14 milliards de dollars dans les banques locales lors des 3 derniers mois pour faciliter les importations et juguler l'inflation du prix des biens de première nécessité. L'Égypte fait face à un manque de dollars qui ralentit les importations et handicape l'activité industrielle depuis les troubles de 2011, qui ont également fait peur aux investisseurs étrangers et aux touristes. On l'appelle la devise forte. Elle se fait rare depuis quelques années. Et maintenant, c'est encore plus compliqué d'en trouver. Le dollar américain a atteint de nouveaux sommets et se négocie maintenant à 9 livres égyptiennes sur le marché noir. C'est un bond de 10% en une seule journée. Et les investisseurs sont inquiets. Un des problèmes principaux auxquels font face les investisseurs est le manque de devises étrangères. Mais c'est provisoire, cela ne durera pas longtemps. Je crois que les mesures adoptées par le gouvernement au cours des dernières semaines seront efficaces. Le gouvernement a récemment appliqué diverses mesures, comme des restrictions sur les importations, des droits de douane plus élevés pour conserver les dollars. La Banque centrale a aussi injecté des devises étrangères dans le système bancaire pour faciliter les importations de biens essentiels. Ces mesures ont été efficaces, mais l'écrasement d'un avion russe l'année dernière a résolument réduit les revenus de devises. Cela a incité le gouvernement à injecter 14 milliards de dollars dans le marché pour atténuer la pression sur la livre égyptienne et rétablir la confiance des investisseurs. Une fois que vous réussissez à conserver la confiance des investisseurs déjà sur place, cela va envoyer un message très fort à l'étranger pour les investisseurs qui pourraient venir ici. Cette situation perdure depuis près de 5 ans. Le gouvernement travaille d'arrache-pied pour augmenter la quantité de dollars sur le marché, mais il semble que la crise des devises devrait se poursuivre pendant un certain temps. Le Kenya est le deuxième plus grand producteur et consommateur de lait en Afrique subsaharienne. Ce secteur connaît une croissance rapide et contribue pour près de 4% au PIB du pays. La production de lait a doublé au cours de la dernière décennie. Cependant, il y a eu très peu d'améliorations dans les méthodes agricoles au cours des 25 dernières années. Certains agriculteurs souhaitent améliorer le rendement. Reportage. Les Kenyans adorent leur lait. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'en moyenne, ils boivent 100 litres par an. Mais comme la plupart de l'industrie agroalimentaire du Kenya, le secteur laitier est encore largement sous-développé et cela résulte en une faible production de lait, à des maladies et à un forage de mauvaise qualité. Au niveau macro, l'industrie du lait contribue pour 14% du PIB agricole. Peter Matenge possède une exploitation dans la région de la vallée du Rift où presque 60% du lait du Kenya est produit. Il se nomme lui-même un exploitant urbain avec ses vaches sur un terrain de 15 par 22 pieds dans la ville de Nakuru. Ces vaches produisent une moyenne de 35 litres de lait par jour car il les relaxe et les divertit avec la télévision et de la musique. La musique et les activités comme la télévision apaisent l'esprit des animaux. Donc ils ne sont pas stressés, ils ont plus de confort. Avant, les vaches produisaient entre 27 et 30 litres de lait par jour. Mais quand j'ai mis en place le système de musique, la production de lait a augmenté. Cela semble inhabituel, mais ce n'est pas une nouvelle idée. Des chercheurs à l'université de Leicester ont découvert que les vaches exposées à de la musique relaxante produisaient 3% de plus de lait. Peter soutient cette méthode. Il dit que sa production de lait a augmenté car en plus de les relaxer, ces vaches profitent d'un bon confort avec des tapis pour dormir et 2 techniciens gardent leurs environnements propres tout le temps. Ils leur donnent aussi du fourrage à haute teneur en protéines 3 fois par jour. Elles commencent à avoir à manger à 6 heures du matin. Après, c'est l'après-midi. Et enfin, à 8 heures le soir, elles ont à manger selon leur poids. Si un animal fait 500 kilos, il faut 10% de son poids en nourriture. Donc on lui donne 50 kilos de fourrage par jour. Peter Matenge vend son lait au supermarché et aux clients individuels à des prix plus élevés car il dit que la qualité et le goût sont meilleurs.
Il forme également des étudiants et des agriculteurs aux techniques d'élevage de bétail sur de petites parcelles de terre dans les villes, ainsi qu'aux techniques d'hygiène et de gestion des déchets. Peter utilise ces déchets pour fabriquer du biogaz qu'il vend ensuite à ses voisins. Il y a un système de production de gaz que j'envoie ensuite dans le quartier aux gens qui vivent proches d'ici. Ensuite, le produit issu du biogaz vient de l'autre côté de l'exploitation. C'est à partir de cet endroit que je le récupère et que je le redistribue aux fermes alentours. Et par ailleurs, je peux cultiver des céréales et du maïs. Les résidus des déchets sont réutilisés comme herbicides dans sa ferme où il cultive et préserve son propre fourrage. Aujourd'hui, Peter conseille les universités, le gouvernement et les exploitants locaux en leur montrant comment mettre en place de nouvelles normes en matière de production et de santé. Le lait continue à être l'un des secteurs à la croissance la plus rapide au Kenya. Aujourd'hui, les investisseurs font la queue pour donner de l'argent dans l'industrie laitière du pays avec des millionnaires comme Dangote du Nigeria qui cherche à produire du lait en poudre et d'autres produits laitiers pour les marchés locaux et l'exportation. Les experts pensent que le secteur doublera sa croissance dans les 10 prochaines années, mais uniquement si les exploitants grandissent avec. Le gouvernement tanzanien va désormais former et déployer des paramilitaires pour combattre les gangs de braconniers qui chassent les éléphants. Cette annonce survient 2 semaines après qu'un pilote d'hélicoptère a été abattu alors qu'il traquait des braconniers près de Serengeti. Chaque jour, dans toute la Tanzanie, des centaines de gardes-chasse prennent les armes pour combattre les braconniers. Ces images sont celles d'un exercice. La réalité est autrement plus dangereuse. C'est pourquoi le ministère tanzanien du Tourisme a créé une nouvelle unité de lutte contre les crimes de la faune. Celle-ci va former des paramilitaires pour traquer, arrêter et enquêter sur les gangs du trafic d'ivoire. Les gardes-chasse existants font face à des limitations dans l'exercice de leurs fonctions. Nous allons alors améliorer les méthodes de renseignement, mais également les méthodes d'enquête et nous allons aussi améliorer les méthodes de poursuite en justice. Quelques jours avant l'annonce de ces mesures, un pilote, Roger Gower, a été tué alors qu'il traquait des hommes armés. La police a depuis arrêté un homme accusé d'avoir tiré sur le pilote dans le ciel. C'est la première fois depuis des décennies qu'un hélicoptère est abattu. Le gouvernement tanzanien entend également durcir les lois sur le port d'armes. En Tanzanie, on assiste à une explosion du nombre d'élèves dans les écoles primaires et secondaires depuis que le gouvernement a implanté une politique de gratuité scolaire. Dans certaines classes, il y a plus de 100 élèves. La mesure plaît aux parents, mais elle représente un grand défi pour les enseignants et pour le système d'éducation en général. Reportage. Dans les salles de classe de la plus grande ville de Tanzanie, il ne manque pas d'élèves. Il y a ici 60 élèves et l'année prochaine, ils seront encore plus nombreux. Le nombre d'inscriptions a monté en flèche depuis que le président a implanté une politique de gratuité scolaire dans le pays. Pour les écoles, il s'agit d'un défi énorme qui n'a pas été vu depuis des années. Pour obtenir une bonne éducation, nous devons augmenter le nombre d'enseignants, mais aussi améliorer les infrastructures. C'est un défi pour les classes, les bureaux, le matériel didactique, les livres, etc. Mais je pense que tout sera prêt à temps. Dans le passé, les élèves devaient amener leurs propres livres et les parents devaient contribuer. Mais maintenant, il n'y a plus d'autres frais de scolarité dans les écoles publiques et même les écoles privées peuvent devenir moins chères. Les changements du président Magufuli pourraient avoir un impact profond sur une génération entière d'enfants tanzaniens. Des milliers d'enfants supplémentaires arrivent dans les écoles publiques et les écoles privées comme celle-ci. Mais le défi pour toutes ces écoles est de s'assurer qu'ils peuvent maintenir la qualité de l'enseignement. Les élèves de cette école privée sont si bien entraînés qu'ils peuvent eux-mêmes se transmettre les différentes leçons. Et le personnel enseignant croit que plus d'enfants viendront ici. Alors, les écoles publiques sentent une certaine pression. Cette année, j'ai reçu plus de 40 nouveaux venus de l'école publique, ce qui nous laisse croire que ce que nous faisons est bon. Et c'est pourquoi les gens veulent s'inscrire dans nos écoles. Donc nous espérons que les écoles privées continueront ici à offrir de bons services. Pour les élèves, l'éducation demeure sacrée, peu importe où se trouve l'école.
Les gens qui sont pauvres, les enfants qui sont pauvres, ils veulent vraiment aller à l'école, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont des problèmes familiaux. Grâce à la gratuité scolaire, la plupart de ces enfants peuvent maintenant aller à l'école. L'éducation est une bonne chose. Si vous voulez devenir une bonne personne, une bonne éducation va permettre de devenir quelqu'un de bien. C'est quelque chose de bien. Le président a fait une promesse qui s'est avérée très populaire. Mais le vrai test, ce n'est pas seulement de remplir les classes d'élèves, c'est plutôt de leur enseigner quelque chose une fois qu'ils seront là. Et pour finir, santé, près de 70% des 40 millions de personnes dans le monde ayant le virus du sida vivent en Afrique subsaharienne, selon les derniers rapports d'ONU-SIDA. Le Nigeria, la plus grande économie d'Afrique, connaît une hausse rapide du nombre de personnes qui contractent le sida. La nuit tombe sur Abuja et sur les trottoirs émergent des femmes qui cherchent à avoir des rapports sexuels en échange d'argent. Jackie a trop peur de montrer son visage et elle utilise un pseudonyme. Elle nous dit qu'elle en est venue à la prostitution par le biais d'un ami et que le risque de contracter le VIH est très élevé. Les hommes viennent dans les maisons closes et certaines savent qu'ils ont le sida et ils veulent le transmettre. Les plus exposés sont les travailleurs du sexe car les prix sont très bas et c'est très facile. Il suffit de payer. L'ONU-SIDA estime que le Nigeria est l'un des pays les plus touchés dans le monde par le VIH. Des statistiques alarmantes montrent que seulement environ 90 000 personnes sur les 180 millions de Nigérians ont fait un test de dépistage. Les experts de la santé disent que si le Nigeria veut gagner la guerre contre le sida, il va avoir besoin de financement et que s'il n'agit pas rapidement, ce sera terrible. Le gouvernement a essayé de faire de son mieux. Il a augmenté l'investissement de 25% pour lutter contre l'épidémie. Mais en réalité, ce n'est pas assez. La prévention auprès des mères est importante car les chances de non-infection au bébé sont élevées si elles prennent un traitement. Et pour les experts, il y a de l'espoir ici au Nigeria. Nous pouvons arriver à un monde sans sida. Nous le pouvons, c'est vrai. C'est possible. Ce n'est pas au-dessus de nos forces. Mais ce sont les stigmates et la honte associés au VIH qui ont fait stagner les progrès dans le pays. La réticence des officiels de la santé à soigner les malades et la peur de la consultation pour les infectés sont particulièrement démoralisantes. Et c'est la fin d'Afrique Info. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur notre chaîne.